Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce premier vol Vidoc on Live, webinaire organisé par Vidoc Formation et consacré aujourd'hui au télétravail et à ses rapports avec les risques psychosociaux, les RPS. Avant d'en venir au cœur du sujet, quelques mots de présentation de Vidoc Formation et ses animateurs qui nous hébergent aujourd'hui. Vidoc Formation est un institut de formation qui propose des modules avec 3 particularités. La première est de dispenser du sur-mesure et non du prêt-à-former parce que les besoins, qui sont ceux des apprenants, ne sont pas les besoins de leurs voisins. La deuxième particularité est de proposer des modules en blended, c'est-à-dire avec une partie en e-learning, consultable sur tout support, smartphone, tablette, PC, Mac, rassemblant l'ensemble de la documentation pertinente, et une autre partie en live, présentielle, qui s'entendait in vivo avant la crise et qui désormais s'entend in visio, mais toujours 100% humain, ou plutôt 200% humain, puisque c'est la troisième particularité de Vidoc Formation. Les modules sont animés par un duo de formateurs, celle ou celui qui sait pour la théorie et celle ou celui qui fait pour la pratique. Et précisément aujourd'hui, dans le rôle de celle qui fait, nous avons la chance d'accueillir Agnès Manceau, qui est coach certifié HEC, médiateur, spécialiste en accompagnement des dirigeants et qui va nous faire profiter de son expertise de terrain pour explorer la face cachée de la lune télétravail. Bonjour Agnès. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Je suis très heureuse de co-animer ce webinaire sur le télétravail nouveau RPS. Donc Philippe, avant de commencer à prendre la parole, je vais vous laisser nous présenter le cadre légal du télétravail et sa mise en place dans l'entreprise. Merci Agnès. Effectivement, avant de parler télétravail, il faut que l'on définisse le concept juridiquement et que l'on pose le cadre légal. 2 observations préliminaires avant d'en venir au vif du sujet. La première, elle concerne les mesures qui ont été prises pendant cette période un petit peu particulière que nous avons traversée, les mesures d'urgence normatives, les textes, les ordonnances, les lois qui ont pu ponctuer le confinement et notamment la loi d'urgence du 23 mars. Eh bien, le télétravail n'a pas été touché par ces mesures pour la seule raison que, pour une fois, le législateur avait anticipé puisque la situation de mesures exceptionnelles et notamment d'épidémie était déjà prévue par les textes. Elle avait été insérée par une loi en 2017. Autrement dit, le régime juridique du télétravail, c'est celui du monde d'avant. Deuxième observation, lorsque vous allez taper sur le grand Google télétravail, vous allez avoir un certain nombre d'informations, de documentation, d'importance et de valeurs diverses, et vous allez sans doute tomber sur le portail du ministère du Travail et sur le question-réponse qui a été mis en ligne récemment et qui se rapporte au télétravail. Ce question-réponse a un mérite important, c'est celui d'exister. Mais il est un peu trop synthétique, il ne distingue pas là où il devrait distinguer, et puis surtout, à force d'être imprécis, il en devient source d'erreur. Donc attention, cette prudence avec les informations même officielles qui sont livrées par le portail du ministère du Travail, et ce d'autant que, comme vous l'avez sans doute vu, une décision il y a quelques jours rendue par le Conseil d'État a rappelé que les mesures qui étaient données sur les sites officiels du ministère du Travail, que ce soit les guides ou les questions-réponses, n'avaient aucune valeur juridique. Ces précisions posées, le télétravail vient, comme dans beaucoup de cas, de la sphère européenne, puisque c'est un accord cadre européen du 16 juillet 2002 qui l'a instauré pour la première fois et qui a été transposé dans le droit français, non pas par une loi, mais par un accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005. Suite à cet accord, le législateur s'est décidé à prendre le télétravail en main et a mis quand même quelques années, mais il a fini par promulguer une loi en mars 2012 qui a pour la première fois codifié le télétravail dans le Code du travail, et c'est ainsi que le Code du travail désormais prévoit
que le télétravail est inscrit aux dispositions des articles L1222-9 et suivants. On devrait les voir apparaître dans quelques instants. Voilà, la magie d'Internet. L1222-9 du Code du travail. Vous pouvez le consulter sur Légifrance, qui bien évidemment est un portail gratuit et accessible à tous. Il faudrait encore préciser, pour être complet, que en sus donc de l'ANI de 2005 et du Code du travail, les deux d'ailleurs se combinant, puisque l'ANI est beaucoup plus précise et beaucoup plus détaillée que le Code du travail, eh bien il y a une loi, une ordonnance plutôt, qui a été mise en œuvre en mois de septembre 2017, le 22 septembre 2017 pour être précis, et qui a apporté un certain nombre de précisions, notamment sur la définition du télétravail, mais qui a réglé aussi certains points particuliers, tels que le télétravail en situation d'urgence et en situation d'épidémie, ce que nous venons de traverser. Voilà le cadre légal, mais que dit le texte et comment le texte définit-il précisément le télétravail? Quels sont les critères pour bénéficier du régime du télétravail? Eh bien, il y en a 3. D'abord, pour qu'un télétravail soit reconnu comme tel, il faut qu'il utilise des TIC, des technologies de l'information et de la communication, ce qui immédiatement exclut du régime de télétravail les travailleurs qui travaillent manuellement. Ce ne sont pas des télétravailleurs, ce sont des travailleurs à domicile. Deuxième critère qui peut aller de soi, mais pas tant que ça en réalité, c'est de considérer que le télétravail doit s'effectuer en dehors des locaux de l'entreprise. Mais ça peut être au domicile du salarié, domicile principal, mais également domicile secondaire, mais ça peut être également dans tout autre lieu, comme par exemple des ateliers de coworking. C'est une particularité française parce qu'il me semble me souvenir qu'en Allemagne, ce n'est pas le cas. L'Allemagne a à peu près 5% de ses travailleurs qui sont en télétravail, contre 7% en France. Et en Allemagne, pour être télétravailleur, il faut télétravailler à son domicile et non pas à l'extérieur, dans des lieux beaucoup plus nomades. Et puis, troisième particularité, troisième critère qui permet de qualifier un télétravail comme tel, il faut que le travail effectué en dehors de l'entreprise ait pu s'effectuer à l'intérieur de l'entreprise. Ça signifie, par exemple, que tous les gens dont le travail par nature s'effectue en dehors de l'entreprise ne peuvent pas être qualifiés de télétravailleurs. C'est notamment le cas des commerciaux qui vont visiter leurs clients. C'est également le cas des salariés qui sont en astreinte. Parce que bien évidemment, lorsque vous êtes en astreinte, vous êtes nécessairement dans votre domicile, à votre domicile, et vous ne pouvez pas être à l'intérieur de votre entreprise. Sinon, ce n'est plus une astreinte. Donc voilà les critères et voilà ce qui permet de qualifier une opération de télétravail. Pour autant, est-ce que tous les textes arrivent à régler toutes les difficultés que l'on peut envisager? Évidemment pas. Vous avez été peut-être confronté à une situation de télétravail, ce n'est pas exempt de risques et en la matière comme en d'autres d'ailleurs, la loi ne résout pas tout, bien au contraire. Alors, on ne va pas dresser un inventaire à la Prévert, mais on peut d'ores et déjà penser à des risques immédiats, des risques évidents, inhérents au télétravail. Un risque, par exemple, physiologique tenant à la conformité, ou plus exactement à la non-conformité éventuelle, des lieux et des équipements. Ce n'est pas la même chose de travailler quelques minutes sur la table du salon que de travailler 2 jours par semaine, 8 heures par jour. Il faut un équipement particulier, il faut des écrans, il faut un matériel. C'est du devoir de l'employeur de vous mettre à disposition ce matériel. C'est également du devoir de l'employeur de vérifier avant d'organiser le télétravail que tous ces équipements sont bien conformes et permettent la réalisation correcte du télétravail. Un autre risque qui vient immédiatement à l'esprit, c'est le risque indemnitaire en cas de survenance d'un accident du travail. Alors bien évidemment, la loi de 2017 a un petit peu corrigé ça en instaurant une présomption d'accident du travail, mais encore faut-il être en mesure de prouver que l'accident s'est déroulé pendant le temps de travail et sur un lieu qui était affecté au travail. Ce n'est pas évident, ça dépendra des modalités qui auront été prévues par l'employeur. Un risque qui est sans doute le risque qui a été le plus mis en évidence pendant la crise sanitaire que nous avons traversée, ce sont les risques concernant l'évaluation de la charge de travail et du décompte du temps de travail
et du temps de repos, parce que vous savez que la jurisprudence insiste sur le fait que l'employeur doit impérativement être en mesure de prouver le temps de travail effectif qui a été réalisé par le salarié et également le temps de repos, en toute situation et même dans le cas où le travail est forfaitisé, je pense notamment au forfait jour. C'est important parce que beaucoup d'entre les salariés qui ont été concernés par le télétravail ont subi une charge de travail énorme. Et ils ont eu le sentiment, tout à fait réel, je pense, de travailler bien davantage que le travail qu'ils accomplissaient en temps normal et d'avoir des suites et des fatigues du stress de manière beaucoup plus importante. Donc, ce sera à l'employeur de mettre en place des outils adaptés pour à la fois mesurer correctement le travail qui est effectué et puis savoir quand le salarié décroche et s'il a décroché suffisamment pour lui permettre de prendre assez de repos, ce qui n'est pas du tout évident parce que bien évidemment, lorsque vous le faites, lorsque vous avez ces outils et que votre salarié est dans vos locaux, c'est une chose, mais lorsque le salarié n'est pas à disposition et n'est pas dans les locaux de l'entreprise, c'est loin d'être facile. Vous avez encore tout un tas de risques auxquels on peut penser, des risques notamment de confidentialité du travail et des données que vous échangez. C'est notamment le cas dans des secteurs particulièrement sensibles. Je pense à l'assurance, la finance, la banque. Ce sont des risques très importants. Mais surtout, les textes n'ont pas prévu, et je pense qu'ils n'ont absolument pas cru à la dimension importante que pouvait représenter le télétravail à cet égard, les risques humains. Voire les risques psychosociaux. Et on pense immédiatement à l'infobésité, à l'isolement, à la réunionite, à la suractivité, on en a parlé il y a un instant, à la perte de sens aussi du travail qui n'est pas si évident parce que vous avez beaucoup de personnes interrogées pendant le confinement qui ont déclaré qu'ils ne savaient plus très bien quel était le sens des prestations qu'on leur demandait de réaliser, n'ayant pas de lien et n'ayant pas de résonance directe avec leur manager. Et donc tout cela est source évidemment de stress, de démotivation, de déconsidération, de fatigue, de souffrance. On est véritablement très près de la notion de RPS. Alors qu'en disent les tribunaux? Eh bien, pour l'instant, les tribunaux ne disent pas grand-chose parce qu'on n'a pas beaucoup de recul. Le télétravail avant le confinement était relativement anecdotique. Avec le confinement, il a été très important et généralisé, mais avec des circonstances qui étaient particulières, puisqu'il y avait un stress lié à l'épidémie qui ajoutait à la particularité de la situation. Et puis, on a eu des décisions, il y en a eu quand même quelques-unes, et d'importance. Je pense aux décisions relatives aux affaires Amazon, Renault, La Poste et quelques autres. Ce sont des décisions de première instance et la plupart du temps en référé, donc elles ont une valeur et une portée relative, mais quand même, il y a deux constantes qui ressortent des quelques décisions qui ont été rendues ces dernières semaines. La prévention, les tribunaux ont insisté de manière très importante sur l'absolu devoir de prévention qui était celui de l'employeur, et la formation. La formation à la fois des salariés, mais aussi des managers, on va y venir peut-être dans un instant avec Anne. Alors, quelles sanctions? Parce que c'est bien beau de prévoir des textes, de prévoir des dérives potentielles, mais s'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas d'obligation. Alors pour le salarié, malheureusement, la sanction, elle est vite vue. C'est une sanction humaine, souffrance, burn-out, stress. Il peut y avoir des sanctions qui sont extrêmement graves et difficilement réparables. Et pour l'employeur, la sanction est tout aussi grave. Elle est sur un autre registre, mais elle est très importante parce que, outre les risques de conflits individuels, l'employeur peut voir son devoir de sécurité mis en cause, parce que comme vous le savez, l'employeur a l'obligation de préserver la sécurité de ses salariés, sécurité et santé, que ce soit physique et évidemment mentale. Et ça a été rappelé notamment avec toute la jurisprudence récente, notamment qui concerne les arrêts Air France de 2015 et suivants, en insistant sur le fait que l'employeur avait l'obligation de prévoir absolument tout pour pouvoir se dégager éventuellement de cette obligation qui est une obligation absolue. Alors, le travail est-il devenu un RPS? Aucune décision aujourd'hui ne s'est clairement prononcée en ce sens. Mais si le télétravail s'installe durablement comme étant un mode non pas exceptionnel,
mais pérenne d'organisation du travail. Et si les tribunaux l'envisagent aussi comme un vecteur de stress et non pas seulement comme une façon de libérer le travail, ce qui semble être tout à fait le cas, parce que les tribunaux jouent leur rôle de gardien du temple ces dernières semaines, eh bien, il risque fort, ce télétravail, de devenir un nouveau vecteur de RTS avec les conséquences qui en résultent. Alors, que faire? Que faire? Eh bien, comme souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. Prévenir que guérir, ça veut dire essayer de réfléchir autour de 3 axes fondamentaux. Il y en a sans doute d'autres, mais je pense que le premier axe de réflexion qui est incontournable, c'est la concertation. Le télétravail s'entend originellement comme du volontariat. Il a été pensé et conçu comme tel. Hors cas d'épidémie, évidemment, puisque c'est une circonstance particulière durant laquelle l'employeur peut imposer le télétravail. Mais le télétravail exige l'accord du salarié et l'accord de l'employeur. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle le télétravail, on nous pose souvent la question, est-ce que c'est un droit? Est-ce que je peux, moi, en tant que salarié, obliger l'employeur à mettre en place le télétravail? Non, l'employeur peut le refuser, il doit motiver son refus et il doit justifier pourquoi il ne met pas en place le télétravail, mais vous n'avez pas de droit au télétravail et réciproquement, l'employeur ne peut pas, sauf circonstances particulières d'épidémie, imposer le télétravail. Donc, il y a toujours une sphère contractuelle, une sphère volontaire qui est l'ADN du télétravail. De sorte qu'il est essentiel, puisqu'on est en train de réécrire l'histoire, il est essentiel qu'il y ait une concertation avec tous les acteurs, donc non seulement l'employeur, mais aussi le partenariat avec les salariés, leurs représentants, les IRP, les syndicats, les CSE, les CSCCT. Tous ces acteurs sont incontournables et ont un rôle prépondérant en la matière. Beaucoup d'ailleurs ont déjà fait paraître des travaux qui sont tout à fait intéressants. Deuxième axe de réflexion, et ça suit un peu la concertation, c'est la négociation. Parce que se concerter, c'est bien beau, mais il faut que ça débouche sur quelque chose. Et cette négociation va impliquer soit l'écriture, soit la révision des accords qui concernent le télétravail. Alors, ça veut dire, ou bien, et c'est le cas de la plupart des groupes, on revoit un petit peu les accords, les chartes de télétravail qui ont été écrites dans l'ancien régime, enfin, sous l'ancien temps, parce que ça concernait des situations qui ne sont plus aujourd'hui d'actualité et qu'il faut impérativement actualiser, ou bien écrire ce qui n'existe pas encore. Et ça concerne les chartes de télétravail, mais ça concerne également les chartes sur le droit à la déconnexion, qui est une comète tarte à la crème qui a été imaginée il y a quelques années par les législateurs par un effet de mode, mais qui n'avait en réalité à l'époque pas véritablement de portée. Il y a eu quelques groupes qui ont mis en place des chartes, mais qui n'avaient pas non plus, c'était un peu un ramassis de bonnes intentions, mais il n'y avait pas de réelles sanctions à la clé. C'était la plupart du temps de dire ce n'est pas bien de recevoir des mails très très tard le soir et ce n'est pas bien de travailler trop. Bon, certes, c'est sûr que c'est pas bien. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et il est évident que la solution, c'est pas de débrancher la prise du PC le vendredi soir pour la rallumer le lundi matin. Donc là, il y a un effort très important à faire d'écriture pour, en quelque sorte, écrire les règles du jeu, et la charte de droit à la déconnexion sera, sans aucun doute, une partie importante de la charte de télétravail. Et puis, le dernier point, et c'est là qu'on arrive à notre transition, c'est que au-delà de la concertation et de la négociation, il est clair qu'il est important de procéder à la révision des principes, la révision des modèles managériaux, ce qui est précisément le terrain d'expertise d'Agnès. Merci beaucoup Philippe pour toutes ces informations sur le cadre légal. Avant de commencer sur les aspects managériaux, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser dans la rubrique chat qui est juste en bas de votre ordinateur. Et à la fin de notre présentation, on prendra quelques instants pour y répondre. Donc surtout, n'hésitez pas à nous questionner si vous le souhaitez. Alors, le télétravail, avant la phase de confinement, était en fait du bricolage qui était réservé à quelques professions, quelques jours par mois. Et puis, du jour au lendemain, ce bricolage s'est transformé en une pratique courante.
pratique courante qui a suscité des opportunités formidables en termes de liberté, mais également énormément de stress. Sur les derniers mois qui ont précédé, vous savez que près d'un tiers des effectifs salariés ont fait l'expérience du télétravail. J'aimerais maintenant vous soumettre une infographie que nous avons récupérée dans Les Échos, infographie qui a été réalisée par Opinion Way Square Management, où vous voyez que 46% des personnes interrogées, à savoir 1015 personnes, 46% de ces 1015 personnes ne peuvent pas être en télétravail. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les 40% restants, sans s'occuper des 13% qui ne le souhaitent pas, mais qui sont quand même suffisamment significatifs, vous vous rendez compte que 40% d'entre elles ont envie de poursuivre une partie de leur activité en télétravail. Et sur ces 40%, ce qui est quand même assez frappant, c'est que vous en avez 12% qui souhaitent le poursuivre pendant 2 jours et vous en avez quand même 9% qui souhaitent maintenir leur activité en télétravail à temps complet, c'est-à-dire au moins 5 jours sur 7. Ces chiffres sont corroborés par un autre sondage d'Opinion Way Square Management, mais cette fois-ci pour le cabinet Empreinte Humanité, sondage qui a été réalisé auprès de 2000 salariés français fin mai et qui est paru là le 9 juin et qui montre que les Français plébiscitent le télétravail, mais sont quand même extrêmement inquiets quant aux risques psychosociaux que ce télétravail va générer. Ils sont en effet 85% à vouloir poursuivre l'expérience du travail à domicile, mais attention, ils sont 53% à déclarer qu'ils veulent plus de règles de fonctionnement pour l'encadrer. Des règles de fonctionnement, des règles d'encadrement, il est évident que ce plébiscite et cet engouement pour le télétravail ne peuvent pas se faire au détriment des salariés. Et donc, comme Philippe nous le disait, la pratique du télétravail doit bien sûr être encadrée tant au niveau managérial, et moi je vais vous le développer, comment il peut être encadré au niveau Philippe nous l'expliquait comment il peut être encadré au niveau juridique et moi je vais vous l'expliquer comment est-ce que cela peut être encadré au niveau managérial. La crise que nous avons traversée et qui perdure encore, en fait, a contraint toutes les entreprises à revoir leur mode de fonctionnement dans leur globalité. Et j'ai envie aujourd'hui de vous interpeller sur cette crise. Et si cette crise, en fait, était l'opportunité d'une transformation en profondeur. Il existe en fait, vous savez, 2 types de conduite de changement. La conduite de changement de type 1 et la conduite de changement de type 2. La conduite de changement de type 1, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Cela signifie qu'il n'y a pas vraiment de changement. C'est simplement le système qui met en place ses propres modèles d'autorégulation et d'autofonctionnement pour justement calmer le jeu. Et puis, du jour au lendemain, patatras, apparaît le changement de type 2. Et ce changement de type 2, c'est celui que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. C'est le changement, en fait, qui met tout par terre et qui nous oblige à travailler et à collaborer différemment. Et nous sommes bien évidemment dans ce deuxième cas de figure. Alors, que faire? Comment est-ce qu'on peut faire évoluer le management pour limiter les risques et ainsi éviter les dérapages? La conduite de changement, en fait, vous savez, elle est pensée par les hommes et pour les hommes. Et nous, en fait, notre parti pris, ça a été de replacer l'homme au cœur de l'organisation et au cœur des projets de transformation. Je vais vous interpeller, en fait, par rapport à ce parti pris sur 3 points. Le premier point, c'est la raison d'être de votre entreprise. Quelle est-elle? Quelle est sa mission? Quelle est sa vision? Quels sont ses objectifs? Quelles sont ses valeurs? Comment est-ce que tout cela a fonctionné pendant cette période de crise et comment est-ce que tout cela fonctionne aujourd'hui pendant la reprise de vos activités? Est-ce que votre mission a été bousculée? Est-ce que cette crise a fait vaciller
les fondements de votre entreprise? Est-ce qu'au contraire, la crise a consolidé les fondements que vous aviez initiés dès la création de votre entreprise? Ou bien la crise, tout simplement, a peut-être fait émerger de nouveaux paradigmes? En fait, ce sont des points qui sont extrêmement importants parce que, vous le savez, ils sont à la base de tout. Et c'est cette réflexion qui, aujourd'hui, va conditionner l'engagement des salariés. Vous savez comme moi que sans engagement, il y a zéro motivation et un manque total de visibilité sur les valeurs, sur la mission, sur la vision est une source de stress très forte pour les collaborateurs. Et qui dit stress dit démotivation et désengagement et forcément beaucoup de douleur pour tous. On ne peut pas parler de transformation profonde de l'organisation si on ne parle pas du leader. Alors pourquoi le choix du leader? Et tout simplement parce que c'est celui qui entraîne, qui donne le tempo, qui fédère autour d'un projet. Et on ne peut pas parler de la mise en place de ces nouvelles façons de travailler, de ces nouvelles façons de collaborer, évidemment, sans y associer notre leader. Et quand on parle de leader, moi j'aime bien parler de posture. Et aujourd'hui, quelle va être la posture de ce leader? Par rapport à la posture, 3 mots me viennent à l'esprit. Le premier, c'est l'authenticité, l'exemplarité et la vulnérabilité. J'ai choisi de vous faire une petite parenthèse sur l'authenticité parce qu'elle m'est chère. Et en fait, l'authenticité, pour moi, c'est un équilibre juste entre la force et la vulnérabilité. Il n'y a pas d'authenticité sans humilité. Il n'y a pas d'authenticité sans exemplarité, sans confiance et sans respect. Quand je vous parle de respect, je vous parle évidemment de respect de soi, de respect de ses valeurs, mais aussi et surtout de respect des autres. Et en fait, à mon sens, un leader authentique, c'est avant tout un leader responsable dans ses actes et c'est surtout un leader qui incarne chacun de ses messages. Exemplarité, authenticité, vulnérabilité, nous sommes ici sur des soft skills. Et ces soft skills, pour un leader, elles sont nombreuses. Il y en a à l'appel. Vous avez évidemment la communication, l'écoute, le courage, la bienveillance qui est plus aujourd'hui qu'indispensable dans cette période, la maîtrise de ses passions, la gestion de ses émotions, le sense-making qui est globalement qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période et comment est-ce que je peux l'adapter à un monde futur, à un monde de demain. On ne sait pas à quoi il va ressembler ce monde de demain, mais il y a certainement des enseignements à prendre de tout ça. Et ce nouveau cadre, en fait, ne va pas pouvoir se mettre en place non plus sans le collectif. Parce que le collectif, en fait, ce nouveau cadre de travail, c'est l'affaire de tous. Et quand je parle de collectif, alors je parle bien sûr du leader, je parle de son équipe dirigeante, de sa garde rapprochée, je parle des collaborateurs, mais surtout, je n'oublie pas les instances représentatives du personnel. Alors, ce focus sur le collectif s'inscrit en fait dans une démarche qui est comment est-ce qu'on va faire équipe de nouveau. Je voudrais vous montrer une seconde infographie qui est toujours issue du sondage de Square Management, d'Opinionway pour Square Management pour les Échos et Radio Classique. Et vous vous rendez compte que l'échéance prévue pour le retour à la normale de l'activité, en fait, est relativement graduée dans le temps. Vous en avez 24% qui ont commencé à reprendre leur activité. Vous allez en avoir une grosse partie, 33%, qui vont reprendre leur activité là au mois de septembre-octobre. Et vous avez une partie qui n'est pas négligeable, pas avant 2021. Et aujourd'hui, ma question, c'est comment est-ce qu'on fait travailler ensemble tout ce petit monde-là? Comment est-ce qu'on fait pour fédérer des personnes qui ne se voient plus, qui ne se croisent plus à la machine à café, qui ne se croisent plus dans une salle de restaurant d'entreprise, qui ne se croisent plus dans le cadre de séminaires? Comment est-ce qu'aujourd'hui, on met tout ça en mouvement pour recréer un sentiment d'appartenance? Et en fait, ces différentes étapes vont obliger l'entreprise à se réinventer et à trouver de nouveaux modes de collaboration.
Et en fait, l'objectif est ici de fédérer de nouveau pour créer ce sentiment d'appartenance. Sentiment d'appartenance qui est indispensable et qui est un levier clé de la motivation et de l'engagement. Je voudrais vous faire un focus rapide sur les managers de proximité. Alors, bien sûr, ils ont vu leur mission évoluer au fil des années, mais leur principale mission aujourd'hui est de donner un sens à des objectifs fixés par la direction générale. Objectifs avec lesquels ils sont d'accord, pas d'accord, peu importe. Le débat n'est pas là. Mais comment voulez-vous qu'ils donnent un sens à des objectifs fixés par une direction générale s'ils ne portent pas en eux les valeurs, la mission, la vision de l'entreprise? S'ils ne portent pas en eux tout ça, s'ils ne les incarnent pas dans leur être et dans leur chair pour justement pouvoir les transmettre à leurs collaborateurs. Pour conclure, en fait, le télétravail, on l'a vu, doit être encadré, car ce qui s'est passé, en fait, a profondément bouleversé les organisations, enfin l'organisation des entreprises. Et elles ne les a pas bouleversées en surface, elles ont modifié profondément l'ADN de chaque entreprise. Et en fait, la pratique du télétravail a rebattu les cartes, redistribué les rôles, a permis l'émergence de personnalités. Vous avez vu des leaders, par exemple, qui se sont révélés dans la complexité, d'autres qui ont fondu comme neige au soleil et qui se sont carapatés dans leur résidence secondaire. Vous avez également pu voir des prises d'initiative qui se sont développées. Vous avez également eu énormément d'autonomie. Bref, le télétravail a favorisé tout cela au même titre qu'il a mis à jour de nombreux dysfonctionnements. Et en fait, ce télétravail, même s'il rompt le lien social, même s'il déshumanise la relation entre les salariés, entre les salariés et les partenaires sociaux, entre les salariés et la direction, je suis aujourd'hui convaincue qu'il va pouvoir créer de nouvelles conditions pour travailler ensemble. Et en fait, il va nous obliger à une forme de créativité, il va nous obliger à une forme d'innovation. Bien cadré, bien maîtrisé, et grâce à la formation, et je le répète, grâce à la formation, il peut devenir à terme, à mon sens, un outil puissant en termes de cohésion. Bien, bah merci Agnès. Je vois qu'on a déjà des questions qui nous arrivent. Alors, bonjour, je suis en télétravail depuis le confinement et j'en avais fait la demande depuis 4 ans. Je suis persuadé, sous réserve de la réalisation de plusieurs conditions préalables, que l'on peut travailler plus efficacement. Quels outils concrets nous aideraient à convaincre nos collaborateurs? Agnès, est-ce que vous avez une réponse à apporter à cette question? il existe, oui, bien sûr, il existe une multitude d'outils, mais vous savez, les enseignements que l'on peut tirer de tout ça sont extrêmement divers. Tout d'abord, c'est important de savoir dans quel secteur d'activité vous évoluez. C'est important de savoir quelle est la nature précise de votre demande. Les outils, il y en a plein. Vous pouvez, par exemple, reproduire des rituels en entreprise. On sait à quel point la ritualisation de certains aspects, de certaines matinées sont importantes pour cadencer la journée. On peut également être extrêmement vigilant sur les e-réunions qui aujourd'hui prennent des proportions absolument terribles. Moi, j'ai eu des échanges avec des clients qui me disaient mais j'ai l'impression de passer plus de temps en réunion, enfin en e-réunion, que je n'en passais lorsque j'étais sur site. Donc, à un moment donné, vouloir à tout prix reproduire ce que vous faisiez en entreprise dans un mode télétravail, c'est complètement illusoire, non seulement de le penser, mais de chercher à le faire. Je partage complètement. Alors, on a une autre question. Quand vous dites qu'il faut l'encadrer et former sur les nouvelles pratiques, sur quels aspects insisteriez-vous? Agnès?
Vous avez l'air peut-être parti, donc Je suis partie, je continue. J'insisterai personnellement en priorité sur les aspects du management. Les aspects du management, les aspects de la communication, la gestion des émotions. Cette période de télétravail n'a pas été une période de vacances. Donc, lorsqu'on entend des dirigeants dire à leurs collaborateurs, alors, elle était bonne cette petite semaine, on en a bien profité. Non, ça fait rire personne, peut-être vous, mais personnellement, je ne trouve pas que ce soit très délicat. Donc, des formations vraiment axées sur les soft skills et bien évidemment aussi des formations axées sur tout l'environnement juridique et l'environnement légal. oui, parce que là encore, vous avez parfaitement raison. Quand on nous demande quelles sont les pratiques et sous quels aspects on peut les encadrer, il faut véritablement faire du sur-mesure. Là encore, il faut voir quelle est la culture, quelles sont les difficultés qui ont été rencontrées. Vous parliez de réunionites exacerbées tout à l'heure. Il y a effectivement, dans certains cas, on ne généralise pas, mais si c'est le cas, il faut véritablement s'attaquer à ça et travailler clairement sur la communication avec ce magnifique outil qui est devant moi, qui est sans doute merveilleux pour tout un tas de ses effets, mais qui est aussi extrêmement dangereux, parce qu'il est bien évident que lorsque vous enchaînez une, deux ou trois réunions dans la vraie vie, dans des locaux, vous n'avez pas du tout la même attention, la même fatigue que lorsque vous êtes branché devant ce magnifique écran et vous ne pouvez pas détourner le regard parce que sinon, si vous êtes là, on se dit, tiens, ça y est, il est parti, il écoute plus ce que je suis en train de dire. Donc, vous êtes focus et au bout de la deuxième, troisième, quatrième réunion, qu'on enchaîne parce qu'on ne se rend pas compte, on ne sort pas de la salle, on ne va pas dans une autre salle, on ne se rend pas compte qu'on les enchaîne. Et vos managers, qui ne sont pas forcément toujours les mêmes, et qui vous sollicitent sur à 9h, à 10h, à 11h, à midi, eux, ils ne se rendent pas compte non plus que vous en enchaînez, vous en avez déjà 3 ou 4 dans la charrette derrière vous. Ça fait de la fatigue très importante qui s'accumule. Donc, il y a derrière une formation particulière à la fois pour les modèles de communication via ce vecteur particulier, et il en existe, et puis aussi des modèles de conception et de management pour éviter qu'il y ait une surcharge de travail qui ne soit pas suffisamment identifiée et qu'il y ait là encore une prévention, parce qu'on est aussi bien sur la formation que sur la prévention. Il ne faut pas que les grenades qui sont un peu partout dans votre casier explosent. Elles sont dégoupillées, soyez-en convaincus, il faut maintenant les manier avec précaution. Alors, on a une troisième et dernière question. Merci pour votre réponse. Merci à vous. On parle de former les managers, mais ne faut-il pas aussi accompagner les équipes pour qu'elles puissent apprendre à fonctionner différemment ensemble? Ce rôle reviendra-t-il aux managers de proximité? Agnès. Bien sûr que ce rôle va revenir aux managers de proximité. Il est indispensable de les former et il est aussi indispensable de les associer au projet de transformation et au projet de travail dans sa globalité. Les managers de proximité, en fait, généralement, sont souvent considérés malheureusement comme la dernière roue du carrosse. On leur demande peu leur avis et on leur demande en fait d'appliquer certaines consignes. À cela, moi je dis, associez-les au même titre que les IRP, au même titre que les collaborateurs concernés dans le projet de transformation, parce que eux ont des choses à dire. On est sur le principe de c'est celui qui fait, qui sait. Allons-y, n'hésitez pas à les solliciter. Acceptez aussi de perdre le contrôle sur ce qui peut se passer. On a vu là, le télétravail a donné une opportunité extraordinaire en termes de lâcher prise. Continuez à être dans cette tendance et surtout, faites confiance à vos collaborateurs, faites confiance à vos managers de proximité. Tout à fait pertinent. Et une dernière question, quelles modifications apporter en priorité dans les accords télétravail selon vous? Alors, ça, c'est pour vous, Philippe. Alors, il faut voir les accords télétravail in situ, parce qu'il y en a autant que d'exemples et la qualité est un peu variable. Il y en a certains qui sont très bien rédigés, d'autres qui mériteraient d'être quand même un petit peu revus. Ce qui est certain, c'est que les accords de télétravail qui existaient dans le monde d'avant ne sont plus adaptés. Ça, je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord là-dessus, même si, encore une fois, on a traversé une période de crise un peu particulière avec un stress surdimensionné qui était lié à une épidémie, à une contagion. Le confinement a mis en relief des dérives qui sont bien identifiées, je pense, désormais, mais qui sont propres à chaque culture, à chaque entreprise,
domaine d'activité. Donc, il faut à la fois lire l'accord en lui-même, savoir ce qu'il contient déjà. S'il est véritablement inexistant ou quasi inexistant, il faut le réécrire intégralement. S'il est bien fait, il faut évidemment garder la structure existante, mais il faut profiter de l'expérience acquise pour la transformer et pour éviter, encore une fois, que les risques deviennent des risques majeurs et vous explosent et soient complètement incontrôlables. Donc, répondre à cette question, il faudrait regarder chaque accord de télétravail, il faudrait le reprendre et intégrer dedans, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais je pense qu'un accord de droit à la déconnexion doit désormais, de manière incontournable, faire partie des accords de télétravail. Complètement. Merci beaucoup Agnès pour ce premier vol. Merci Philippe. On espère vous retrouver nombreux pour nos vols à venir. Avec grand plaisir. Et puis, eh bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci encore. À bientôt. Merci à tous.